Activité locale. Le MAG vous est présenté par You Know Why. Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver. School TV Le MAG, c'est 30 minutes sur la scolarité de vos enfants. À chaque fois, il y a une thématique forte, une initiative sur le plan local et ou national. Toujours avec Alix. Salut Alix. Patrice. Tu m'as manqué. Pourtant, on s'est vu il n'y a pas longtemps. On se voit chaque jour. On se voit tous les jours. Mais quand même, ma chère Alix. C'est parti pour le sommaire de cette nouvelle émission avec cette expo qui fait définitivement, qui loue la différence. Grand Angle, c'est son nom, s'installe cette fois au nouveau ministère des Solidarités. Un événement pour mettre au centre de l'attention les personnes de petite taille. On vous dit tout dans un instant. Dans cette émission, il sera question de taille, de handicap, de perception, de discrimination aussi, de violence parfois et bien évidemment de scolarité. Il y aura une loupe et la loupe, c'est avec Alix. Oui, et je vous parle d'une personnalité de petite taille, champion, engagé. Je vous en dis pas plus. La reine du tease. Ouais. Et je crois que j'ai trouvé. On y va. Bonjour Violette. Merci d'être avec nous. Violette Vianney, présidente de l'association des personnes de petite taille. C'est le grand jour. On est vraiment très heureux de vous avoir parce que vous allez devoir vous dépêcher juste après l'émission parce que je crois que vous avez rendez-vous avec la ministre. Oui, tout à fait. Solidarité. Exactement, parce qu'aujourd'hui, c'est la journée internationale du nanisme. Ouais. Et donc, effectivement, on la rencontre dans ce cadre. Et vous allez donc participer fièrement, bien sûr, à l'inauguration de cette très belle exposition qui existait déjà, mais qui est, pour le coup, pour cette journée, effectivement, si je puis dire, eh bien, qui sera au centre de l'attention au ministère des Solidarités. Ça donne ça. A pris le parti de se dire qu'il fallait donner l'occasion au grand public de voir réellement ce que c'est d'être de petite taille. Donc du coup, Grand Angle, c'est une série de 12 portraits qui mettent en situation le quotidien des personnes de petite taille. Donc il y a la scolarité, l'intégration professionnelle, la pratique sportive, la vie de famille, la vie de couple, etc., etc. Et on s'est dit, on va faire des belles photos, mais pas que. On a choisi de le faire en racontant le quotidien. On a appelé ça même une nouvelle écriture photographique. Et c'est vraiment ce que Grand Angle propose. Je suis ici pour répondre à l'invitation de la présidente et pour inaugurer donc cette belle exposition sur les personnes de petite taille. Pour moi, je me devais d'être là. Elles sont encore l'objet de discrimination qu'il faut dénoncer à tout prix. Et je voulais leur apporter mon soutien. Violette, le message est fort. Quel est-il ? Alors, il y en a plusieurs, mais je dirais que l'unique, c'est qu'en fait, on est tous concernés par la différence, par l'altérité. Et en fait, derrière ces séries de portraits, il est question de manière dont on perçoit la différence sur différents secteurs qui structurent notre quotidien, à savoir la scolarité, la vie professionnelle, la vie de famille, l'accessibilité, qui est un très, très enjeu important, et qui, pour le coup, concerne toutes les personnes handicapées. Donc voilà, derrière ce panel de portraits, il est question de respect de la différence de l'autre, tant dans son regard que dans l'élaboration de la société dans laquelle... Changer le regard, c'est le leitmotiv ? C'est changer le regard, tout à fait. C'est essayer de travailler un regard qui est moins inquisiteur, qui est moins agressif, qui est moins péjoratif. Agressif ? Oui, agressif. Je ne vais pas spoiler le fond de l'exposition. J'invite toutes celles et ceux qui souhaiteront s'y rendre à aller la découvrir. Mais en fait, elle est originale dans le sens où on a une partie des photos qui sont en fait des mises en abîme de personnes qui prennent à la volée des personnes de petite taille. Donc, la photo à la volée, qui est une expérience de vie à part entière que rencontrent ces personnes handicapées, est une forme d'agressivité. Oui. Ça peut être partout ? Ça peut être dans les transports ? Ça peut être dans les transports, dans la rue, dans des établissements publics. Oui, c'est partout. Alors évidemment, pas dans le foyer. Le foyer, pas en général à l'école, si ce n'est cours d'école, ça peut être quand même un sujet, puisqu'on pourra reparler éventuellement du problème de harcèlement scolaire dont sont victimes évidemment à un moment les personnes de petite taille. Mais les photos prises à la volée, oui, c'est d'une manière générale. Mais on le fait tous. On est amené à se dire tiens, je prendrais bien en photo cette situation. Sauf qu'en fait,
À partir du moment... Je me permets sur les personnes de petite taille, non. Voilà, à partir du moment où il s'agit de personnes et qu'elles sont prises en photo parce que justement derrière il est question de se moquer puisque la photo elle est prise, mais derrière elle est envoyée sur des boucles WhatsApp, sur les réseaux sociaux, etc. On connaît le schéma. C'est pas juste pour la garder dans son... Alix. Et vous prévoyez des partenariats avec les écoles? Les enfants vont s'y rendre à cette exposition? Alors, on a eu des premiers travaux avec des écoles pour des ateliers de sensibilisation où justement on essaye d'utiliser grand angle pour un outil de médiation pour expliquer qu'est-ce que ça implique en fait d'être en situation de handicap quand on est enfant, adolescent, adulte ou même vieillissant. On parle très peu aussi des personnes handicapées qui vieillissent, mais c'est aussi un sujet. Donc c'est un outil de médiation et on espère, là, dans le cas du ministère des Solidarités, le cadre s'y prête peut-être moins d'un point de vue de scénographie, mais dans l'absolu, oui, Grand Angle, c'est le projet typique que peut développer et produire une association de patients comme la PPT pour sensibiliser le corps professoral, le corps éducatif et tout un tas de personnes autour du handicap et de la différence d'une manière générale. Quelle portée peut avoir cette exposition? Quelle portée, en tout cas, qu'est-ce que vous espérez aujourd'hui? J'aimerais bien qu'elle portait, c'est-à-dire j'aimerais bien déjà de finaliser cet objectif auprès de la sensibilisation des pouvoirs publics parce que je trouve qu'elle est très marquante. Comme je vous le disais, toutes les problématiques sont couvertes. Donc ça nous permet de toucher de manière plus pragmatique nos interlocuteurs et notamment dans les ministères parce que c'est jamais très facile en fait de sensibiliser les pouvoirs publics au handicap et qui plus est... c'est une petite prouesse que vous réalisez? Dites-le avant d'aller voir la ministre, allez-y. Non, c'est une satisfaction, c'est un travail d'équipe au sein de l'association, on y a travaillé, on a phosphoré sur les messages qu'on souhaitait faire passer. Vous verrez peut-être, il y a plusieurs cartels qui sont assez courts. C'est un exercice quand même de prendre le commun des mortels, son attention et de faire en sorte que de cette exposition, ils se disent « Ah oui, en fait, c'est ça d'être de petite taille ou c'est ça d'être un tananisme. C'est un challenge, donc une satisfaction personnelle de voir ce produit fini qui concrétise toutes nos réflexions qu'on mène autour de la sensibilisation du grand public parce que par ailleurs, ça fait partie d'une des principales missions de notre association. Violette, je ne veux vous fâcher ce matin, croyez-moi, sur parole, avec personne. Dites-moi. Est-ce qu'il y a un cliché que vous préférez? Oui, j'aime beaucoup celle de Najma avec son compagnon et qui sont sur une terrasse de café. Vie du quotidien. Vie du quotidien et vie affective. Alors vous allez me dire, moi je suis dans la trentaine, c'est peut-être des sujets que je vis aujourd'hui, ou en tout cas sans les vivre, je me sens peut-être directement plus concernée et j'aurais été sportive, je vous aurais dit c'est le sport ou autre. Mais je trouve qu'il y a quand même un enjeu de taille sur tout ce qui est la vie affective, sexuelle ou autre des personnes handicapées et plus spécifiquement des personnes de petite taille. Je sais qu'en ce moment on vient de lancer à la PPT une plaquette d'information sur comment être mère ou père quand on est de petite taille, parce que c'est des choses qui sont possibles. Nombre de parents qui arrivent à l'association et qui nous disent: est-ce que mon enfant pourra lui-même avoir un enfant ou une vie affective de manière plus générale? Pardon ? Ça revient souvent ? Oui, ça revient souvent. C'est des questions que peuvent se poser. Là, pour le coup, je trouve que c'est légitime. Ça fait partie de toutes les interrogations. Parce qu'on a quand même pas mal d'exemples aujourd'hui. Enfin, on en a quelques-uns, mais on a quand même encore beaucoup de clichés et de stéréotypes sur la vie affective des personnes handicapées d'une manière générale, qui est la résultante de ce qu'on voit à la télé ou de ce qu'on ne voit pas à la télé aussi, et qui fait que je trouve que c'est bien qu'il y ait ce type de visuel pour montrer que tout le monde est concerné par... Et il y a d'autres idées reçues que vous souhaitez déconstruire à travers cette exposition ? Il y en a plein. Il y a les personnes de petite taille ne peuvent pas faire de sport ou elles font du sport contre elles. Alors oui, effectivement, elles font du sport évidemment entre elles parce que en termes d'évaluation, de compétition, ça va de soi. Mais c'est pas pour autant que les personnes de petite taille sont dans du communautarisme à 100%. Il y a le travail. On a eu, et mon prédécesseur et même ses prédécesseurs avaient des enjeux très importants sur l'intégration professionnelle où on cantonnait peut-être plus facilement des personnes de petite taille à des catégories de métiers bien spécifiques. On ne les encourageait pas forcément à se dépasser, en tout cas dans leurs études, parce que il fallait privilégier l'emploi, il fallait éviter de se mettre en difficulté. Aujourd'hui, on est dans d'autres
d'autres philosophies, d'autres dynamiques. Et au contraire, moi, je suis ravie de voir que maintenant, on a plusieurs ingénieurs à la PPT ou qu'il y a des personnes qui envisagent, qui terminent des doctorats. On est sur d'autres Vous avez tous les profils maintenant. Sans faire la promotion des hautes études. C'est pas ça du tout que je dis. L'important, c'est qu'évidemment, chacun se sente bien dans le métier qu'il exerce, que ce soit artisan ou des métiers CSP+. Mais ce que je me réjouis qu'aujourd'hui, on commence à couvrir une bonne partie des corps de métier, ce qui n'était pas le cas encore il y a plusieurs années. Donc ça aussi, c'est un cliché. La vraie dénonciation derrière cette exposition, ça reste quand même, parce que c'est le fil conducteur, au-delà des panneaux qui me touchent le plus, c'est les photos à la volée. C'est-à-dire que derrière ça, c'est être de petite taille, c'est une différence marquée. Oui, ça peut faire rire, on l'entend, c'est des histoires de plusieurs siècles derrière tout ça. Donc on l'entend, maintenant on travaille pour faire en sorte que cette perception elle soit moins vulgaire, moins péjorative, et c'est justement en intégrant toutes les situations des personnes de petite taille dans tous les secteurs d'activité ou toutes les situations qui vous concernent, vous, qu'on arrive à banaliser cette différence. Et est-ce que l'idée, c'est aussi d'envisager les personnes comme de petite taille avec plutôt une singularité plutôt qu'un handicap? Je ne sais pas si je le formule bien. Est-ce que l'idée, c'est... Alors, oui et non, parce que derrière tous ces travaux de sensibilisation, on a aussi d'énormes enjeux concernant la reconnaissance du handicap. Parce que toute personne bien pensante aura rapidement tendance à penser qu'en fait, une personne de petite taille, elle est juste de petite taille. Mais sauf qu'en fait, elle n'est pas juste de petite taille derrière cette condition physique. C'est pas aussi le sentiment, pardon de vous couper, de certaines personnes de petite taille? Bien sûr, à un moment de leur vie. Que c'est juste une singularité? Oui, et souvent... jusqu'au moment où elles ont des problèmes de santé importantes, bien sûr. Mais c'est aussi notre devoir, et moi je le cache pas, quand j'étais même plus jeune ou sortie d'adolescence, je ne me voyais que comme étant juste de petite taille. Moi je vous parlais effectivement d'un ado, moi j'ai eu un ami et j'ai eu la chance d'être avec lui pendant très longtemps. Je passe son âme, il est décédé, Maxime. Mais c'est vrai que lui, il réfutait totalement le terme de handicap. Le handicap, mais c'est vrai qu'on avait 10, 11, 12 ans, et lui, il réfutait ça, quoi. Il disait, mais déjà, il faisait tout lui-même, ça, et il fallait surtout pas faire quelque chose pour lui, sinon, je pense que tu te prenais un coup, tu vois. Oui, alors ça, c'est l'infantilisation, c'est encore autre chose. Et bien sûr. Je comprends tout à fait que... Et c'est vrai qu'on a eu des longs débats, déjà, 10 ans, 11 ans, 12 ans là-dessus, et c'est vrai que lui, il réfutait ce terme, il disait, mais moi, vous dites ça, mais moi, je peux tout faire. Même si quand il s'agit d'appuyer sur le bouton de l'ascenseur, il sortait... une canne. Il sortait une espèce de crayon, de canne télescopique qui dépliait et voilà. Donc on ne peut pas réduire le nanisme à une singularité. Non, mais au même titre qu'en fait on ne peut pas réduire une personne à son handicap. C'est une règle de base. On ne réduit pas, mais vous nous dites clairement aujourd'hui que c'est un handicap visible. Ah oui, c'est un handicap visible. Mais encore une fois, je ne nie pas l'appréciation personnelle des uns et des autres à dire. Bien sûr, il y a toutes les opinions, bien évidemment. C'est très bien, je suis ravie qu'ils se construisent de cette manière. C'est la clé pour s'émanciper et se dépasser. Donc ça, je le défends. Moi, mon boulot et le boulot de l'association des personnes de petite taille derrière, c'est quand même de s'assurer qu'il y a un système la prise en charge, quand même, la reconnaissance. Efficace, efficient, et que dès lors qu'en fait il s'agit de maladies, avec des retentissements sur le quotidien, sur le vieillissement. C'est des maladies en général dites osseuses constitutionnelles, donc qui impliquent de la fatigabilité, une fragilité du rachis, des difficultés de déplacement, etc. On pourra en reparler si on fait un focus plus sur l'école et l'intégration scolaire, parce qu'il y a plein d'enjeux qui ont trait à l'accessibilité. Donc moi, mon travail, c'est de m'assurer que cette population qui concerne quand même entre 8 000 et 10 000 personnes 8 000 à 10 000 personnes en France, puissent interagir dans de bonnes conditions et ne soient pas en difficulté quand ils vont à l'école, quand ils vont dans l'espace. C'est dur encore aujourd'hui, en 2024, de faire reconnaître ce handicap visible? Bien sûr. Pourquoi? Parce qu'on a fait plein d'émissions avec Alix où c'est vrai que parfois c'est des handicaps invisibles, des handicaps aussi tout court. Et on voit que c'est le parcours du combattant pour de nombreux parents qui savent parfois même pas où ils doivent s'orienter et à qui demander de l'aide.
Je vais essayer de ne pas être trop technique et de ne pas faire un cours d'administration. En fait, le handicap, il est évalué par la Commission des droits des personnes handicapées, la CDAPH, droit à une autonomie des personnes handicapées. Et en amont, l'évaluation est coordonnée par les maisons départementales des personnes handicapées, les MDPH. Dans les MDPH, il y a des équipes pluridisciplinaires qui sont là pour évaluer le handicap et son retentissement sur le quotidien de la personne. D'accord. Ce retentissement, il l'évalue aussi sur la base d'un guide barème qui fait partie du Code de l'action sociale et des familles. Donc c'est vraiment un document juridique. Et c'est ce document qui est la matrice de cette évaluation. D'accord. Dans ce document, il y a des formes, on va dire des familles de maladies pour lesquelles il y a automatiquement des aides qui sont allouées. D'accord. Je ne voudrais pas faire de bêtises, mais si on prend par exemple la sclérose en plaques ou la cécité, je pense que c'est des conditions et des maladies qui font qu'on peut prétendre à X ou Y aides qui sont allouées par la MDPH. Le nanisme ne fait pas partie de ces catégories de familles, ces familles de handicap et de maladies aujourd'hui, qui font que automatiquement on sait ce que c'est, on sait ce que ça implique, et donc on attribue de manière très simple et fluide telle et telle aide, donc la prestation de compensation handicap, la reconnaissance qualité travailleur handicapé, l'allocation adulte handicapé, etc., qui pour chacune de ces aides correspondent à des taux de handicap. Notre travail, justement, l'association des personnes de petite taille, c'est de faire en sorte que, dans la mesure où on est obligé de constater que moi, je ne serais pas évaluée de la même manière qu'une autre personne porteuse du même gène de l'achondroplasie à Lyon, à Bordeaux, à Lille ou à Rennes, on a une hétérogénéité de traitement qui fait qu'en fait aujourd'hui ce n'est plus possible. Mais cette hétérogénéité de traitement, elle est justifiée par le fait qu'une personne en situation de handicap, on l'évalue en tant que personne et pas en tant que maladie. On ne met pas toutes les personnes achondroplases, toutes les personnes atteintes de sclérose en plaques ensemble. C'est Violette Vianney, c'est mes collègues du c'est du cas par cas. C'est du cas par cas. Donc forcément, s'il y a du cas par cas, il y a une différence de traitement, mais pour autant, il y a quand même un juste milieu à trouver, c'est-à-dire que si on considère qu'une personne de petite taille elle a des difficultés de préhension et de déplacement parce que quand on fait un pas, vous en faites 2, voire peut-être 2,5, c'est peut-être logique qu'elle ait par exemple une carte de stationnement pour sa voiture. Bon, ça c'est une aide qui est attribuée automatiquement qu'à des personnes qui sont dans d'autres familles de maladies dans lesquelles celle que recouvre le nanisme n'est pas. Donc c'est un peu compliqué. C'est pas, en tout cas c'était très clair, on a bien compris effectivement très bien. L'équation. Alix, j'allais te donner la parole, mais c'est déjà l'heure de la loupe, en fait. Oui, j'allais te dire, je t'en prie, je sais que tu as une question, mais je crois qu'on va déjà passer à la loupe. C'est parti pour la loupe. Et Alix, aujourd'hui, tu nous parles d'un champion, pour le moins inspirant. Oui, Charles Knox a marqué les Jeux paralympiques de Paris 2024 en remportant une médaille d'or en para-badminton sans perdre un seul set. Il est né à Londres, arrivé en France en 2004, où il a su transformer les obstacles liés au nanisme en force. Son parcours n'a pas été sans difficulté, on s'en doute. C'est notamment grâce à son sens de l'autodérision qu'il a appris à accepter sa différence et à s'épanouir dans le sport. Aujourd'hui, il est un modèle pour beaucoup. Lors de la cérémonie de clôture, Charles a accompagné la flamme, un moment qu'il décrit comme une véritable fierté. Dans une interview sur France Inter, il a exprimé ressentir un changement dans la société grâce au sport, mais également dans les représentations. En atteste le film Un petit truc en plus d'Artus, plus gros succès au box-office de l'année. Bon, il y a une bascule grâce au cinéma, grâce au sport, et je pense que la société française va changer d'ici quelques mois. Et les gens, ils vont oser venir vers les personnes en situation de handicap pour justement les aider à avancer dans la vie. Et ça passe par le sport, ça passe par le cinéma, ça passe par plein de choses. Et voilà, on connaît un peu l'importance du handicap dans notre société. Et je pense que d'ici quelques mois, les regards vont changer. Et aussi à l'école, c'est aussi nous en tant que sportifs de haut niveau, d'aller en rencontre d'écoles, soit dans les... Vous le faites, vous, d'ailleurs? Oui, j'en fais beaucoup dans les écoles primaires, dans les collèges, dans les lycées, pour justement parler un peu de mon quotidien, de sportif de haut niveau, parler de mon projet sportif, parler de l'importance de la pratique du sport sur la santé. Et voilà, donc on sait que les jeunes, c'est l'avenir.
Et l'avenir, faut vraiment les éduquer pour qu'ils deviennent les meilleures personnes possibles. Et en parallèle de ces compétitions, Charles s'engage activement dans la sensibilisation. Il visite des écoles pour partager son expérience et parler de l'importance du sport et de l'acceptation de soi. Violette, vous êtes d'accord avec le constat de Charles? Il faut s'attendre à des changements dans la société rapides du fait des Paralympiques, justement? Alors, je ne sais pas s'ils auront lieu. On ne peut pas le garantir. Enfin, je peux pas le dire. En revanche, moi, j'attends la même chose que lui, en fait. Et j'espère que ce qu'il dit est vrai. Et je me retrouve dans ce qu'il indique. Si ça permet de sensibiliser les équipes éducatives, les équipes sportives, sur le fait que la pratique sportive, ça concerne aussi les personnes handicapées, notamment les personnes de petite taille, banco, enfin, c'est super. Maintenant, on va voir au fur et à mesure comment ça va ruisseler et quelles sont les mesures palpables. Mais bien sûr, ce qu'il dit est totalement vrai et je le rejoins. Et en termes de représentation, vous pensez aussi que le travail doit se faire dès l'école? La sensibilisation, il faut aller dans les écoles, il faut parler aux élèves. Ah oui, bien sûr, mais sauf que on le fait nous-mêmes à la PPT, sauf que c'est un travail. Il y a beaucoup d'écoles en France et beaucoup d'enfants à sensibiliser. Mais plus on est sensibilisé tôt à la différence, plus on l'intègre, mais sans en faire quelque chose non plus d'exceptionnel, d'idéalisé ou autre. C'est juste inscrit dans le paysage de l'enfant, et en fait, c'est beaucoup plus fluide comme intégration. Mais le problème, ce raisonnement vaut aussi pour tout ce qui se passe à la télé. Si on milite et on défend le fait qu'il faut qu'il y ait une plus juste représentation du handicap à la télé, c'est parce que précisément, ça structure le regard de l'autre. On est habitué à le voir, mais sans en être conscient. On se dit pas, ah tiens, il y a telle et telle personne ou acteur de petite taille qui passe sur France 2 ou sur Canal+, c'est beaucoup mieux. Non, c'est juste, on le voit, ils investissent le paysage audiovisuel, et forcément, ça, cognitivement, je dirais presque, cognitivement, ça nous éduque et ça travaille et ça change notre perception. Et il en est de même pour les sensibilisations. Mais les sensibilisations, le problème, c'est que c'est souvent sur du temps court, c'est-à-dire on fait une sensibilisation, l'enfant va s'en souvenir pendant 24 heures, 48 heures, il va raconter à ses parents qu'il a vu une personne de petite taille, pour pas dire naine, qui a fait une sensibilisation dans son école. Bon... Faut voir ensuite comment, encore une fois, ça ruisselle. La sensibilisation idéale, c'est qu'il y ait plusieurs enfants en situation de handicap dans les écoles. Et bon, là, c'est un autre débat que j'ouvre sur la scolarisation des enfants handicapés. Mais alors justement, on parlait effectivement sur la scolarisation des enfants handicapés et aussi sur la scolarisation des enfants de petite taille qui, eux, pour le coup, n'ont pas de soucis de compréhension, parce qu'on a beaucoup d'enfants. Mais par contre, nous, on a un souci avec encore des écoles qui estiment que quand on est de petite taille, on doit être aussi dans ce qu'on appellerait une école plus adaptée. Donc pas le cursus classique. Parce que le corps professoral va peut-être vous dire dès le début, c'est compliqué. Il n'y a pas que les enfants qui ont des problèmes de perception, alors. On n'a jamais eu d'enfants de petite taille, ce à quoi on rappelle qu'en fait, la loi de 2005, c'est pas une question d'enfants de petite taille ou autre, c'est que tout enfant français a accès à l'éducation et a accès à l'école, comme on l'entend ou autre. Donc, tous les enfants de petite taille doivent aller à l'école, et ça, c'est le principe même de la loi de 2005. Mais malheureusement, on a encore quelques cas de figure. Ils se font de plus en plus rares parce qu'il y a des pouvoirs publics derrière qui travaillent quand même sur ces sujets, mais ils existent encore. Mais sur quel argument ? Sur l'argument de la différence, en fait. Sur l'argument de... Parce qu'en termes d'assimilation... Ah non, mais il n'y a pas de problème, puisque ça ne touche pas, on va dire les choses franchement, ça ne touche pas aux capacités... Le nanisme ne touche pas aux capacités intellectuelles de l'enfant. Après, il peut avoir d'autres troubles, ce qui est possible. Il peut aussi être dans un environnement familial qui soit fragile, qui implique d'autres troubles qui ne sont pas à négliger. Ça, c'est pas à négliger. Mais pour autant, ce n'est pas la résultante de la maladie dont il est porteur. Le nanisme ne touche pas à la base, à l'origine, sur les capacités intellectuelles de la personne. Même en termes de mobilité, je veux dire. Alors, en termes de mobilité, plus ou moins, parce que, donc, juste, je refais une brève présentation de ce que recouvre le nanisme. Donc, le nanisme, c'est une condition, c'est pas une maladie, c'est une condition. Et cette condition, elle couvre plus de 500 maladies rares. Vous
épargne aussi tout ce qu'implique d'être suivi dans un protocole de soins avec une maladie rare. Donc, il y en a quelques-unes qui sont plus visibles parce que la probabilité d'avoir cette forme de nanisme est plus courante, notamment la chondroplasie. Donc, la chondroplasie, c'est la forme de Mimimati, des figurants de Fort Boyard, la mienne, Peter Dinklage. Donc, on a un buste de taille classique et des membres inférieurs et supérieurs plus petits, ce qui justifie donc le décalage de taille. Pour ce type de cas de figure, en fait, nous, on recommande quand même que les enfants, dès le début, ils soient placés dans des classes au rez-de-chaussée. Pourquoi ? Parce que si vous ne le mettez pas à une classe au rez-de-chaussée, considérant qu'il a un cartable avec des livres à porter et qu'il doit monter des marches avec des jambes qui font 0,5. Il y a un grand danger, d'accord. Il y a une fatigabilité de son dos, de son canal lombaire, de son rachis, qui sont très importantes et qu'on peut pas nier. Et c'est là où c'était très intéressant ce que vous disiez sur le fait que on ne se définit pas par sa petite taille ou son nanisme et que les personnes de petite taille, souvent, elles ne se considèrent pas handicapées. C'est un fait, mais pour autant, tout ce qui se passe peut-être de 0 à 25, 20 ans, 25 ans, c'est pas sans conséquence ensuite sur ce qui se passera à l'âge adulte, en tout cas en termes de santé du rachis, santé osseuse. Donc ça, première chose, l'accessibilité de la salle. Ensuite, il y a l'accessibilité des autres lieux, les toilettes. Des fois qu'il y a un casier pour déposer ses affaires, il faut que ça lui soit accessible. Il va pas demander à un autre camarade de lui ouvrir ou de lui descendre sa bannette, etc. Il faut qu'il soit autonome. C'est le principe de l'accessibilité des personnes handicapées. L'enfant de petite taille, dans son école, il doit être autonome. Donc, c'est des exemples parmi tant d'autres. On privilégie que, par exemple, aussi, il ait des petits cahiers, pas des grands cahiers. On privilégie le fait qu'il doit avoir les livres en double pour éviter de se fatiguer sur les trajets école-domicile. On privilégie tout un tas de choses qui sont de l'ordre de la prévention de la santé et qui, justement, justifient le fait qu'il y a quand même un besoin de... Et c'est un manquement aujourd'hui en France, c'est rarement appliqué dans les écoles ? Si on ne dit pas, c'est pas appliqué. C'est sûr, mais là on peut pas en vouloir non plus si on considère que les gens ont besoin d'informations. C'est le rôle de notre association, c'est aussi le rôle des parents qui ont un enfant de petite taille, et c'est là où nous on les coach. Vous présentiez la plaquette sur l'école inclusive, c'est typiquement ça, c'est leur donner des moyens pour faire en sorte que leur enfant ne soit pas mis en danger à l'école. Et autre enjeu derrière, au-delà de l'accessibilité, c'est le fait que l'enfant doit être considérés de la même manière que les autres. C'est-à-dire que si demain vous avez une classe de primaire qui vont faire des études de la faune et de la flore en Bretagne et faire un tour du GR, le professeur il va pas dire aux parents Pierre-Paul Jacques vous irez pas en classe verte parce que c'est pas accessible ou que vous marchez moins vite. Non, Pierre-Paul Jacques il va y aller et l'école doit travailler éventuellement en sollicitant les parents à un aménagement qui me semble pas trop compliqué. Voilà, dans l'absolu non. Et là je suis désolé. Vous avez rendez-vous. Vous avez rencard avec la ministre. Voilà. C'est déjà fini ? Vous étiez passionnante. Il faudra revenir pour qu'on continue. Je crois qu'il y a encore beaucoup à dire de toute façon. C'est déjà fini. C'est déjà fini. Ça pourrait faire le titre d'une émission. C'est déjà fini. Voilà. On s'appelle le MAG, mais c'est déjà fini. Sur la marchandise. J'ai pu tout dire ou pas, gros ? Mais oui. Juste le temps, je vous remercie. Donc, je rappelle, Violette Vienne est présidente de l'association des personnes de petite taille. Association qui va fêter, vous avez dit que vous avez une trentaine d'années, mais attention, l'association va fêter ses 50 ans en 2026. Bien sûr, c'était une boutade, je n'ai pas mélangé. Expo au grand angle, vous y allez. Et c'est au nouveau ministère des Solidarités en ce vendredi 25 octobre. Un grand merci pour cet éclairage, pour ce témoignage. Alix, on se retrouve demain. À demain. On est en retard comme d'habitude, c'est magnifique. Le MAG vous a été présenté par You Know Why.